Avez-vous fini? Oui, monsieur. Lionel. C'est le prince. Ouais. Et alors, est-ce qu'il y a un volontaire qui peut donc faire un essai de classification chronologique normale, au moins la moitié? Oui, monsieur. Monsieur, Lionel? monsieur, Prince, monsieur. Oui, Lionel, à vous la parole. Oui. Mhm. Mhm. Dis donc. Oui. 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 Très bien. Mhm. La couche? Non, avant A, il y a une autre couche. monsieur, Il y a la couche N, puis A. Et entre N et A, qu'est-ce que vous avez? Comment est faite la surface? et il y a le contact E. Il y a le contact E. Donc, vous avez N, le Après, contact E, puis la N. A. Et D'accord? après, ouais. R. Attendez, Si, attendez. R. Alors, Lionel, parce que donc, tout est correct, de B jusqu'à G, mais à un moment donné, tu as sauté la couche N et le contact E. Tu n'as pas fait attention à ceci ou bien tu voulais garder pour après? Tu n'as pas prêté attention à ça. Donc, d'accord. Donc, on a les couches allant de B jusqu'à A, dans cet ordre. D'accord? Votre prénom Lionel, parce que je n'arrive pas à l'écrire. C'est? Oui. Corio. Corio. D'accord. Très bien, Lionel. Alors, mademoiselle. Oui. A. Tu t'appelles comment, mademoiselle? حكيمة ولاد رحمة الله. Hein? حكيمة Oui. ولاد رحمة الله. Attendez. Rahmatullah. Oui, Hakima, oui, oui, monsieur. pourquoi la parole pour faire la suite? A. Après A, qu'est-ce que vous avez? Avant, entre N et A, qu'est-ce que vous avez? On a E. Et à la base de la couche A, qu'est-ce que vous avez? A, on a R. Après A, on a R. Non, regarde. La couche A, si vous regardez le figuré de la couche A, il est présenté en blanc. Ça veut dire des argiles, selon la légende. Oui. Mais on voit deux éléments, 3, 2 en bas et un autre morceau en haut qui rappelle la lithologie de la couche N. Ça provient d'où? R. Non, regarde, quand on voit la couche A, il est Oui. présenté en blanc. Et dedans, nous avons des morceaux de roche qui provenaient de la couche sous-jacente N. Est-ce que vous les voyez? N. Regarde, est-ce que tu vois le curseur là? Tu vois ça? Oui. Oui. Vous avez les deux éléments ici. Oui. Leur nature est identique à la nature lithologique de la couche N. Oui. Comment vous expliquez la présence de ces débris de la couche N à la base de la couche A? Vous les expliquez comment? Autrement dit, le contact E, est-ce que tu peux décrire cette surface-là, le contact E, comment il est?
Érosion, présence d'érosion. Oui, pourquoi c'est une érosion qui est à l'origine de ce repas? Comment tu peux le justifier? Monsieur, Oui, c'est une autre personne? monsieur, parce qu'il a une surface irrégulière. Oui, tu t'appelles comment? Salwa Mabrouk. Hein? Salwa Mabrouk. Ah, Mabrouk. Mabrouk Selma. Salwa. Mabrouk Salwa. Tu as déjà assisté, non? Tu as déjà assisté au TD, n'est-ce pas? Non, monsieur. La première fois. Alors, la surface est régulière, comme tu viens de le dire. Et quoi d'autre comme élément de réponse? Bien, comme élément justificatif. Monsieur, on peut dire qu'il y a des restes de N, il y a une érosion de N et puis sur le reste, il y a des positions de la couche A. Tout à fait. Identifiez-vous, mademoiselle. C'est Mabrouk ou bien c'est Hajar Hajar? Hein? Saber. Hajar Saber. Tu as déjà assisté, non? Non. Non. Très bien, Hajar. Moi aussi, ça doit. Très bien. Alors, écoutez. La suite. Après le contact E, nous avons la couche A et après, Monsieur, La couche R. Après R. c'est pas une couche, c'est un filon. C'est un filon, regardez la légende, Peut-être Oui. une activité magmatique. il est basaltique. Donc, il y a un événement, il y a un Magmatique. événement magmatique. Volcanique, donc c'est un filon de roche volcanique, plus précisément des basaltes. D'accord? Ensuite, après le filon R, il y a la faille, monsieur. Pardon? Après Il y a le la contact faille, F. la faille. La faille. Oui. La faille H. La faille est H. C'est qui a dit la faille? Nestor. Hein? Nestor. Nestor. Oui. Très bien, la faille. La faille. Et cette faille-là, pourquoi vous dites d'abord, pourquoi vous dites que le filon R il est postérieur à la plus récente couche traversée A? Pourquoi? Pourquoi vous mettez après A, après la couche A, vous classez le filon R après? Puisque si on analyse bien, on voit que après cette faille, donc le filon il a été découpé en deux et il a subi l'érosion avec les autres couches qu'on avait avant. Non, c'est pas avec les autres couches, avec les autres couches, mais c'est l'érosion qui est associée au contact F. Le contact F. Tout à fait. Nestor, tout à fait. Mais là, je repose la question autrement. Donc, vous avez toutes les couches allant de B jusqu'à A dans cet ordre. Et ensuite, vous dites qu'il y a le filon. Pourquoi vous mettez le filon après la couche A? Parce que Je vois si qu'il recouvre les autres couches précédentes. Très bien. Très bien. Nestor. Très bien. Oui, monsieur. Oui. Parce qu'on voit le filament qui traverse toute la série sédimentaire allant de B à R. Donc, il est postérieur à l'ensemble de cette série, notamment, il est postérieur à la plus récente de ces couches qui est A. Et après, vous avez la faille H. Et cette faille-là, regardez, elle est postérieure à tout ce que nous venons de citer. Pourquoi? Parce que il décale le filon. Ce que vous voyez, il décale le filon. Avec le filon, il le décale. Donc, la faille elle est postérieure au filon R. Donc, si l'on reprend le classement,
On commence par P, X, Q long, Y, D, G, N, le contact E, la couche A, le filon R qui traverse l'ensemble de cette série allant de P vers A. Puis nous avons la faille qui intervient après et il sectionne aussi bien la série sédimentée que nous venons de décrire et il découpe ou bien il traverse également le filon R. D'accord? Et après, Nous avons Et après, le contact F. nous avons le contact Après F, nous avons M et L. Et après L, nous avons une érosion superficielle, la plus récente, qui est encore probablement, il est encore active, on voit les arbres. Donc c'est une érosion qui est très récente, actuelle, et qui est encore active. D'accord? Donc on va présenter la réponse. L'ordre chronologique des événements sont comme suite. Est-ce que vous voyez la photo, la diapo, pardon? Est-ce que vous la voyez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Vous avez la couche P, X, Q long, Y, K, la couche D, la couche G, la couche N. Nous avons le contact E, vous avez la couche A, nous avons le filon R, suivi par la faille H. Ensuite, nous avons M, le contact F, puis nous avons les deux dernières couches M et L et une érosion donc, qui est encore active. D'accord? Alors maintenant, quelle est la nature des contacts E et F? Commençons tout d'abord par E. Alors E, on l'a déjà expliqué. Le contact E se présente, est présenté par une surface qui est régulière. Ça ne dure pas. Bon, c'est une surface qui est régulière qui traduit un phénomène de ravinement ou bien d'érosion. Ça ne dure pas. Puis, à la base de la couche A, on voit le produit d'érosion, c'est-à-dire des éléments ayant la même nature que la couche sous-jacente N qui sont repris dans la sédimentation de la couche A. Donc, le contact E correspond bien évidemment, comme vous venez de le dire, à une surface d'érosion. Donc, qui provoque une lacune de sédimentation par érosion. Voyons maintenant le contact F. Alors, comment vous interprétez ou bien comment vous interprétez le contact F? Il s'agit d'une discordance. C'est une discordance Angulaire. Angulaire. Pourquoi c'est une discordance angulaire? Car les couches inférieures ont subi un mouvement et ainsi les couches inférieures et les couches supérieures forment des angles différents. Ils ont des couches différentes. Les couches supérieures, notamment M et L, ils sont à l'horizontale et l'ensemble des couches inférieures, allant de B à A, voire même R, donc ils sont inclinés, ce qui forme un angle à ce niveau-là, un angle alpha entre les couches inférieures et les deux couches supérieures. D'où le nom, d'où la notion, d'où la notion de discordance angulaire. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous redéfinir qu'est-ce que ça veut dire une discordance? Le terme discordance, la signification du terme discordance. Est-ce que vous m'entendez? Monsieur? Discordance. Regardez, le contact F, Monsieur, le contact F, regardez sa géométrie. Il est identique au contact E. Les deux surfaces E et F sont irrégulières. Donc, géométriquement, ils attestent d'une phase d'érosion. Comment peut-on faire la différence entre une discordance et une érosion qui est à mettre en relation avec une immersion? Alors, pour produire l'érosion entre la couche M et A, il faut faire appel à une exondation, par exemple. Et pour le contact F, regardez bien, donc on a fait recours pour exonder
on a fait recours à la tectonique. Peut-être il y avait une immersion, mais cette immersion, elle est accentuée par la tectonique. D'accord? Alors, la discordance, la surface de discordance F, il se distingue de la surface d'érosion E, à la fois par l'importance de l'érosion et aussi par l'importance de son extension dans l'espace géographique. L'extension géographique du contact F est très importante. On le retrouve pratiquement au Maroc. C'est la discordance entre, par exemple, le paléozoïque et le mésozoïque. C'est la discordance donc, qui sépare l'ère primaire de l'ère secondaire. Alors, cette discordance angulaire, on la retrouve pratiquement dans tout le Maroc, on la retrouve en Europe. Déjà, dans le cours, je vous ai donné un exemple de discordance angulaire en Europe. On peut même la retrouver donc, en Amérique. Donc, l'extension d'une discordance est très importante dans l'espace géographique ou d'une simple surface d'immersion qui induit une érosion. C'est ça la différence. Bien. Donc, vous avez la nature du contact E, par exemple, si tu l'as fait par érosion. Par contre, le contact F est interprété comme étant une discordance angulaire. Voyons maintenant la faille H. Quelle est la nature de la faille H? C'est un faille normal. C'est Faille normale. C'est une faille. Qu'est-ce que ça veut dire une faille? Une faille non. Avant de l'attribuer à une faille normale, qu'est-ce que ça veut dire une faille? Si vous dites une faille normale, qui est-ce qui a régi cette faille normale? Correspondant à une tectonique en distension. Donc, c'est une déformation tectonique. Oui. C'est une déformation tectonique. Donc, une faille, par définition, quelle que soit sa nature, que ce soit une faille normale ou inverse, c'est une structure tectonique qui est régie par une déformation cassante. C'est une structure tectonique cassante. Il y en a deux types. Nous avons la faille normale, puis nous avons la faille inverse. Je vous dis que l'économie d'une entreprise. Dans cet exemple, nous avons affaire à une faille normale. Alors, comment vous pouvez faire la différence entre une faille normale et une faille inverse? Monsieur? Comment vous pouvez faire la différence entre une faille normale et une faille inverse? Monsieur? Oui, mademoiselle. Le faille normal correspondant à une tectonique. C'est pas le faille, mais c'est la faille. Oui, la faille. Correspondant à une tectonique en distension et la faille inverse correspondant à une tectonique en compression. Oui, je suis d'accord, mais là, je vous demande quels sont les critères que l'on peut utiliser, les critères distinctifs entre faille normale et faille inverse. Sur ce schéma. Il est incliné dans le sens de topographie. Non, dans le sens? Est-ce que tu peux répéter, mademoiselle? Non, regardez, la faille, elle présente un pendage. Sur le schéma, la faille, elle présente un pendage. Le pendage de cette faille se dirige vers où? Monsieur, Oui, mademoiselle. monsieur, le pendage, il se dirige vers la couche la plus récente. Quelle est la couche la plus récente? Monsieur, juste dans la feuille, c'est G, N et A. Non, oui. GNA, oui, mademoiselle, mais il me semble que tu as déjà assisté à cette séance à ce TD, non? C'était non? Non, monsieur. Tu t'appelles comment? Nada Zoubdan. Comment? Nada Oui. Zoubdan. Tu répètes votre nom, mademoiselle? Zoubdan, Z-O-U-B-D-A-N-E. Zoubdan. Oui, monsieur. Zoubdan. Ton prénom? Ton Nada. prénom, mademoiselle? Nada. Nada. Alors, Nada, ta réponse est bonne. C'est-à-dire là pour éclaircir aux autres,
Vous cherchez ce point d'intersection. Regardez le point d'intersection. Est-ce que vous le voyez? Vous voyez le curseur là? Est-ce que vous voyez le curseur? Cherchez le point d'intersection. La pointe de la faille. Le point d'intersection. Écoutez-moi. Le point d'intersection entre la faille, vous prolongez la faille H sur le contact F. Et le point d'intersection entre les deux, de part et d'autre, vous faites la comparaison. Quel est le terrain qui se trouve à gauche et quel est le terrain qui se trouve du côté droit de la faille? Voilà, vous avez le curseur. Est-ce que vous le voyez? Oui, monsieur, oui. Alors là, donc là, non, c'est pas pointé sur le schéma, monsieur, sur la figure. Mais là, écoutez, vous prolongez la faille sur le contact F et vous aurez un point d'intersection. Ce point d'intersection, il sépare deux terrains d'âge différents. Nous avons à gauche ce qui est en blanc. Ce sont des argiles, c'est la couche D. D'accord? Et ce qui est à droite, c'est les calcaires de la couche G. On compare les couches. Qui est-ce qui est plus récent? Est-ce que c'est la couche G ou bien D? G, la plus récente. G. La plus La récente. plus récente, c'est G. Donc, le pondage de la faille H se dirige vers les terrains les plus récents, notamment le terrain G, la couche G, la couche N et la couche A. D'accord? Donc, c'est le sens du pondage de la faille qui nous permet de distinguer entre une faille normale et une faille inverse. Dans cet exemple-là, le pondage de la faille H se dirige vers les couches les plus récentes. Donc, il s'agit bien évidemment d'une faille normale. Si l'on a affaire à une faille inverse, on devait avoir le pondage qui se dirige vers les terrains les plus anciens, vers les couches les plus anciennes. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous pouvez déterminer le rejet vertical de la faille? Est-ce que vous savez que ça veut dire le rejet vertical? C'est le décalage. Monsieur, c'est le décalage. Est-ce que vous pouvez estimer le décalage? Dans cet exemple-là, est-ce que vous pouvez le faire? C'est le décalage. Mais sur ce schéma-là, on ne peut pas, parce que pour le faire, on devait avoir une échelle graphique qui nous donne une idée sur la distance, sur une échelle graphique. Par exemple, on dit 1 centimètre correspond, par exemple, à 1 mètre ou bien à 2 mètres. Donc, si l'on dispose d'une échelle graphique, on peut calculer le rejet vertical, le décalage, donc, qui est induit par le jeu de cette faille. Donc, la faille H correspond à une faille normale. Et le rejet, il est très important. Est-ce que c'est clair? Pardon, monsieur. Oui, monsieur. Pardon, monsieur. Oui, il y a quelqu'un qui veut me poser la question, c'est ça? Oui. C'est qui? C'est Nestor. Nestor, oui. Je n'ai pas compris ce que c'est un rejet de la faille. Le rejet, c'est le décalage. Vous voyez le filon R? Le filon... Oui, je le vois. Donc, il n'est pas continu, il est décalé par la faille. Et regardez les flèches en rouge. Vous voyez les flèches, les deux flèches en rouge? Oui. Il y a une flèche dont la pointe se dirige vers K. Il y a une autre flèche vers le haut. Ça veut dire que l'on a un jeu vertical. Donc, le décalage, c'est-à-dire le décalage, c'est le rejet vertical. Regardez la distance entre le filon R en bas sur le compartiment APC et le compartiment soulevé. Le compartiment soulevé, c'est le compartiment à gauche, comme le montre la flèche. Et vous avez le compartiment APC. Ce jeu-là, il entraîne un rejet vertical ou bien un décalage du filon que l'on peut mesurer si l'on dispose d'une échelle graphique. Est-ce que c'est clair, Nestor? Un peu, monsieur. Moi, c'est clair.
est-ce que le filon R, il est continu? Elle est décalée par la faille. Le filon R, il présente une orientation nord-est-sud-ouest. Au départ, c'est un filon qui était continu, tout droit. Et la faille, il l'avait traversé et il l'avait décalé. D'ailleurs, on a dit ça, on avait dans l'ordre chronologique normal des événements, on avait classé la faille après le filon R. Pourquoi? Parce qu'il l'a affecté. Il a sectionné et il a décalé le filon et également l'ensemble des couches. Lyonnais? Lyonnais. Attendez, je vais essayer de vous faire une démonstration, mais je vais la faire. Je ne sais pas si vous pouvez le faire comme ça. Non, ce n'est pas possible. Je vais prendre juste un trait. Le filon, au départ, elle était comme ça. Voilà. Vous voyez, je vais le mettre en gras. Voilà notre filon en bleu. Est-ce que vous voyez le bleu là? Oui, monsieur. Monsieur. Vous voyez le bleu? Oui, monsieur. Oui. Imaginez le filon R avant l'intervention de la tectonique, donc avant l'intervention, avant le jeu de la faille, il était comme ça. Continu. Il présente une orientation nord-est-sud-ouest et il était continu. Mais après la faille, il l'a décalé. Il a pris ce morceau-là, il l'avait décalé vers le bas, c'est le bloc affaissé, et l'autre partie du filon, il appartient au bloc soulevé. Et on voit le décalage. Nesto. Oui, monsieur. Alors, tu prends tes deux mains, la paume de la main droite contre la paume de la main gauche. Fais-le. Alors, tu vas faire glisser la main droite sur la paume de la main gauche. Fais glisser la main droite sur la paume de la main gauche. Alors, les deux mains, ils ne sont plus superposées. La main droite, il glisse vers le bas et la main gauche est soulevée vers le haut. Puis à un moment, regardez, on continue à faire jouer, à faire décaler. Puis à un moment, on voit qu'ils sont très décalés. Alors ce décalage-là, on l'appelle rejet vertical. D'accord? D'accord, merci. Bien. Je ne sais pas, est-ce que je peux faire la caméra pour vous montrer ça? Lyonnais. Nesto. Regarde. Oui, monsieur. Voilà, la faille est inclinée comme ça. Et voilà, ça, c'est notre filon. Il y a une partie qui est glissée vers le bas et l'autre qui est soulevée. Voilà. Et on parle de décalage. C'est le rejet. Merci bien, j'ai compris. Monsieur? Oui. Qu'est-ce qui nous permet de dire que la couche G est le plus récente? La couche G, elle est plus récente par rapport à quoi? Non, c'est ça que j'aimerais savoir. Pourquoi on dit qu'elle est plus récente? Qui? La couche la plus récente sur ce document-là, c'est la couche L. Regarde, nous avons la couche B, la plus ancienne, suivie par X, pilon, Y, K, D, G, N. Ensuite, nous avons le contact E. L'érosion, produit d'érosion qui est repris dans la sédimentation de la couche A. Ensuite, nous avons toute cette série-là sédimentaire allant de B jusqu'à A, qui est traversée par le filon R, puis l'ensemble est affecté par la faille. Donc la faille elle est postérieure au filon R. Ensuite, nous avons le contact F qui se présente sous forme de surface irrégulière, qu'on interprète, donc suivi par M, puis la couche L, puis une érosion qui est encore active.
Alors, le contact F, comme vous le voyez là, ça correspond à une surface irrégulière qui atteste d'une phase d'érosion. Et puisque les couches inférieures, donc au contact F, ils ont été mobilisées, donc basculées, ça dessine un angle avec les couches M et N qui sont restées à l'horizontale. Et on interprète le contact F dans ce contexte comme étant une discordance angulaire. Voilà, vous avez... Les couches X et Q et Y. On constate qu'il y a des argiles et puis les marnes et puis les conglomérats. Est-ce qu'on ne peut pas interpréter ceci? Pardon, mademoiselle, tu répètes, s'il te plaît. Monsieur, les couches X et Q et Y. Oui. On trouve les argiles, les marnes et les conglomérats. Est-ce qu'on ne peut pas les interpréter ceci? Qu'est-ce que tu veux interpréter dans ça? Les couches X, B, la couche B, X, Q, Y, il existe même dans l'autre compartiment. Ils sont en bas, on ne les voit pas parce qu'ils ont été décalés par la faille. Car on passe des argiles qui sont de petite taille vers des conglomérats de grande taille. Tu parles de la granulométrie, c'est-à-dire une granocroissance. Mais ça, on peut le dire, mais à cette échelle-là, on ne peut rien dire. Pourquoi? Parce qu'il y a des limites entre les couches qui sont bien distinctes. On va revoir ça un jour, autre jour. Oui, ça n'a pas d'importance. Vous avez X qui correspond à des argiles, puis là, ce sont des marnes, et vous avez Y, ce sont des conglomérats. Ça, c'est un figure que l'on avait utilisé juste pour que vous puissiez les séparer, pour ne pas les confondre. Ça n'a pas de signification. D'accord? Bien. Alors, on passe au deuxième exercice. Alors, dans cet exercice, vous avez une colonne lithostratigraphique que l'on peut appeler aussi log lithostratigraphique, puis sédimentaire, ou bien log lithostratigraphique, ou encore une colonne lithostratigraphique. Pour faire la lecture lithologique, on utilise la légende que vous avez à gauche. Ce qui est en noir, ce sont des marnes. Après les marnes, vous avez les calcaires, un rectangle avec des traits verticaux, c'est des calcaires. Les marnes calcaires, vous prenez un bon calcaire, puis vous rajoutez des figures à l'intérieur, sous forme de T, un figuré sous forme de T, donc qui est dans les calcaires, dans le bon calcaire, et on l'appelle marno-calcaire. Puis nous avons dit tirer dans les calcaires, on les appelle calcaires marneux. Donc vous avez dans l'eau, c'est une sédimentation carbonatée, et les marines, ce sont des dépôts marins. Et vous avez une notation à la base. Notez bien que les marnes sont plus profondes que les calcaires. Les marnes ici présentées en noir, ils sont plus profondes, c'est-à-dire ils ont été déposés dans un milieu marin profond par rapport à tous les sédiments que vous avez ici, ce sont des sédiments marins. Les marnes plus profondes et les calcaires sont les moins profonds. D'accord? La première question, définir une séquence élémentaire. Là, c'est une question de cours. Et ça, c'est un exercice que j'avais posé 2 ou 3 fois dans les années précédentes. C'est le genre d'exercice que vous pouvez avoir au contrôle. Donc, la première question, petit A, définir une séquence élémentaire. Ça, c'est une question de cours. Une séquence élémentaire, c'est une association verticale de faciès différents, de faciès sédimentaires, bien entendu, distincts, qui s'agencent verticalement
sans interruption majeure de sédimentation. Et par une à la base et l'autre au sommet. Donc, je reprends. C'est une association verticale de faciès sédimentaires différentes, distinctes, qui s'agencent verticalement sans interruption sédimentaire de sédiments. Et elle est en cas de discontinuité sédimentaire. Une à la base et l'autre. Une séquence élémentaire, donc, c'est une sorte de faciès qui s'agence superpose sans interaction majeure de sédimentation. C'est les liaisons ici. Alors, l'exemple que je vous ai donné dans le cours, c'est ce que vous avez comme exemple. Oui. Est-ce que vous voyez le log, la colonne stratigraphique? Est-ce que vous la voyez, la figure? Est-ce que vous voyez la figure? Oui, monsieur. Oui, d'accord. Alors, dans le cours, je vous ai donné comme exemple une séquence qui démarre par les, je me souviens plus, des conglomérats, se poursuit par des grès, s'achève par des argiles. C'est ça? Est-ce que c'est bien ça? Hein? Regardez votre cours, le deuxième chapitre. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler quel type de séquence je vous ai proposé comme illustration de séquence élémentaire? Monsieur, mésoséquence. Non, 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 séquence élémentaire, c'est pas la mésoséquence. Il y a la séquence élémentaire. De comblement. Régressif. Voilà, une séquence de comblement. Il commence par quoi la séquence? Vous avez trois faciès, c'est ça? Il est composé par une association verticale de trois faciès. Le faciès à la base, c'est quoi? C'est des conglomérats, non? Calcaire. Oui, des calcaires. Et après les calcaires, qu'est-ce que vous avez? Les marnes. Les marnes. Et après les marnes? Les argiles. Hein? Après les marnes, qu'est-ce que vous avez? Les argiles? marnes calcaire. Calcaire. Non, non. Vous avez les calcaires à la base, ensuite? Les marnes. Les marnes ou bien les marno-calcaires? Alors là, je vais quitter ça. Après les marno-calcaires. Après les marno-calcaires. Et après? Les calcaires marno. Excusez-moi, je vais chercher dans le Et après, il y a parce que aussi les... Et après, qu'est-ce que vous avez? Hein? Après, il y a les marnes. Et là. Voilà. Vous avez le faciès A, donc qui est carbonaté, faciès B, il est azoïque, c'est les calcaires azoïques. Le faciès A, regardez, il est fossilisifère. Nous avons une coquille de Gassier-Renard. Il est fossilisifère. Et regardez, vous avez ensuite, nous avons des siltes azoïques
avec des microchenaux. Les sites azoïques avec des microchenaux, ce sont des dépôts continents marins. Le faciès de site marin, c'est un dépôt marin côtier. Et le faciès A, c'est un faciès marin franc. Donc, on va du plus profond vers le moins profond. Donc, il s'agit d'une séquence de comblement qui atteste d'une évolution depuis le milieu intertidal. Mais c'est clair. Regardez, le faciès A, il est déposé dans un milieu intertidal. Le faciès B, azoïque, dans un milieu supratidal. Donc, c'est un milieu côtier peu profond. Et le faciès C, ça correspond à des dépôts continentaux. Donc, avec la flèche en rouge, on représente la tendance évolutive. On voit du marin intertidal vers le continental. Donc, il s'agit d'une séquence de comblement. C'est une séquence élémentaire qui est dissymétrique et qui n'est jamais rythmique ou cyclique. D'accord? Est-ce que c'est bien clair? Oui. Oui, monsieur. Donc, on revient toujours à la définition. Alors, la définition, quand on parle de séquence élémentaire, c'est une séquence qui est toujours dissymétrique. Qu'est-ce que ça veut dire dissymétrique? Comme je viens de vous le montrer avec la flèche en rouge, c'est une séquence qui pourrait être une séquence de comblement, comme elle peut être une séquence d'ouverture ou bien transgressive. Il n'est jamais cyclique et il n'est jamais rythmique. Donc, pour compléter la définition, une séquence élémentaire, c'est une suite de thèmes qui s'agencent et se superposent verticalement sans interruption majeure de sédimentation. Elle est encadrée par deux. Elle est toujours dissymétrique, elle n'est jamais rythmique et elle n'est jamais cyclique. D'accord? Alors, on revient à la deuxième question. Donnez un exemple de séquence élémentaire complète. Monsieur, qu'est-ce qu'on veut dire par il n'est rythmique et il n'est pas cyclique? Alors, rythmique, la rythmicité, c'est la rythmicité. Pour qu'il y ait une rythmicité, il faut avoir la même séquence qui se répète verticalement. C'est le cas de mésoséquence. La mésoséquence, c'est un ensemble de séquences élémentaires. Il est constitué par la répétition pratiquement de la même séquence. Par exemple, si vous prenez par exemple, et c'est cette séquence qui se répète au sein de la mésoséquence. Donc, nous avons une rythmicité. Nous avons toujours des évolutions dissymétriques qui sont répétitives. Ça, c'est rythmique. Vous avez l'exemple de séquence rythmique. Je vous ai donné un exemple. Donc, élémentaire complète. Alors, exemple de séquence élémentaire complète. Regardez, avant de le faire, on va classer, on va ranger dans l'ordre donc la légende que je vous ai donnée. Donc, nous avons les calcaires, la base, puis nous avons les marnes au sommet, dans la légende. Donc, pour passer des calcaires aux marnes, on passe par les calcaires marneux, puis par les marno-calcaires. Alors, les marnes, qu'est-ce que ça veut dire une marne? Une marne, ça correspond à des sédiments qui sont composés pratiquement de 50% d'argile et 50% de carbonate, de CaCO3. D'accord? Et les calcaires, regardez, donc quand on part des marnes, en traversant les marno-calcaires et les calcaires marneux vers les calcaires, on voit bien avec la flèche, comme indiqué par la flèche en rouge, que la teneur de carbonate diminue. Ah, pardon, la teneur de carbonate augmente. La teneur des carbonates augmente en allant des marnes vers les calcaires. Si l'on veut partir ou bien démarrer par les calcaires, donc quand on démarre des calcaires et on évolue vers les marnes, on voit que la teneur des argiles dans ce sens. Donc les argiles, les marnes qui sont 100% de carbonate.
Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Est-ce que vous m'entendez? Ah, parce que il y a un silence mortel. Et que vous êtes en train de dessiner ça. Vous le dessinez ou bien vous le prenez en photo et vous le dessinez après. Parce qu'on n'a pas du temps. Quand je vous projette une diapo, si vous paraît intéressant, donc vous la prenez en photo. D'accord? Oui, monsieur. Donc on revient. Je vous laisse la prendre en photo. Et la question posée est la suivante. Donnez un exemple d'une séquence élémentaire complète à partir de la colonne lithostratigraphique que vous avez. Donc, la colonne lithostratigraphique, c'est celle-là. Vous l'avez. Cherchez, je vais donner une séquence élémentaire complète. Alors, comme exemple, pour ne pas tarder, nous avons deux types de séquences. Alors, la première, regardez. Est-ce que vous pouvez délimiter cette séquence? Est-ce que vous pouvez tracer les deux surfaces de discontinuité sédimentaire qui encadrent la séquence élémentaire? Est-ce que vous voyez la figure? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Est-ce que vous voyez sur l'écran? Qu'est-ce que vous voyez devant vous? Il y Vous a voyez une l'exemple figure? de deux séquences. De deux séquences élémentaires. Oui. Complète, d'accord. Mais elle est où notre séquence Et d'ouverture. Elle est où notre séquence élémentaire complète? Vous voyez les flèches aussi? Est-ce que vous voyez des flèches? Non? Non, non, monsieur. Oui, on voit les limites des séquences. On voit les limites. Oui, oui. Vous voyez les limites? Elles sont présentées par quelle couleur? Rouge. Rouge. Mais sur mon écran, je ne vois pas je les vois même pas, là, elles sont là. D'accord? Vous voyez? Oui, Est-ce que vous voyez les limites de la séquence? Oui, monsieur. Alors, à votre avis, Oui, monsieur, pourquoi on le voit. on les a positionnés à ce niveau-là? Si l'on prend la discontinuité basale, la discontinuité à la base de la séquence, tout ça, c'est la séquence élémentaire. Donc, les quatre couches que vous voyez entre les deux discontinuités, et c'est présenté en gros, ça représente une séquence élémentaire complète. Mais la question que je vous pose est la suivante. Comment, ou bien sur quoi sont basés pour les tracer à ces endroits? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire une discontinuité sédimentaire? Une discontinuité sédimentaire, rappelons-le, c'est une surface qui matérialise, une lacune de sédimentation. Et cette lacune de sédimentation, ça veut dire une absence de dépôt. Et cette lacune de sédimentation, il pourrait être due soit à un non-dépôt, c'est-à-dire il y avait arrêt de dépôt, une interruption de sédimentation, donc arrêt de dépôt, ou bien il y avait dépôt qui a été complètement érodé par la suite. Donc, une continuité sédimentaire correspond à une lacune de sédimentation, une absence de sédiment, qui est liée soit à un non-dépôt, soit à une érosion postérieure, soit à l'association des deux. C'est pourquoi dans la définition, on a dit c'est une lacune de sédimentation qui peut être due soit à une érosion, soit à une absence, ou bien une absence à un non-dépôt, ou bien les deux. C'est-à-dire, la lacune pourrait être due soit à un non-dépôt ou à une érosion. Donc,
Donc, il est dû, la lacune, il est dû à l'un des deux ou bien à l'association des deux. Est-ce que c'est clair? Bien. Alors pourquoi j'ai tracé la discontinuité entre les marnes à la base et les calcaires au-dessus? À votre avis, pourquoi je l'ai tracé à ce niveau-là? Tout simplement parce que le passage des marnes au calcaire, il se fait brutalement. Il se fait brutalement, il y a beaucoup de choses qui manquent. Alors, qu'est-ce qui manque? Je vais faire ça. Qu'est-ce qui manque ici? Ici, la lacune. Au niveau de la discontinuité, nous avons une lacune de sédimentation. Qu'est-ce qui manque? Hein? Après les marnes, on devait avoir les marnes calcaires. Ensuite, qu'est-ce qui manque aussi? Ensuite, Calcaire marneux. très bien. Nous avons les calcaires marneux qui manquent. Je ne peux pas le faire. Je vais le laisser comme ça. Bon. Nous avons les marneux. Les calcaires marneux. Nous avons les calcaires marneux. Donc ici et ici, la discontinuité matérialise une lacune de sédimentation qui est due à l'absence de ces deux faciès-là. Pour passer des marnes au calcaire, on devait, si le passage est progressif, le passage doit se faire par l'intermédiaire des marnes au calcaire et des calcaires marneux. D'accord? De la lacune de marne et les calcaires sous-jacents, c'est-à-dire au-dessus, est dû à l'absence des marneaux calcaires et des calcaires marneux. D'accord? C'est-à-dire qu'on devait avoir le passage comme ceci. On devait avoir un passage qui se fait comme ceci. Pardon. C'est-à-dire qu'on devait avoir les marnes. Est-ce que vous suivez? On devait avoir les marnes qui se poursuivent par les marneaux calcaires, qui se poursuivent par les calcaires marneux, puis après, on passe au calcaire. Mais on n'a pas ceci. Donc la lacune, la discontinuité D, la discontinuité basale de notre séquence élémentaire, il matérialise une lacune de dépôt qui est due à l'absence des marneaux calcaires et des calcaires marneux. Maintenant, voyons la discontinuité sommétale. Il est dû à quoi? Il est dû à l'absence, regardez, toujours, un de ces deux faciès-là. On passe des marnes au calcaire sans ces deux intermédiaires-là. Donc, cette discontinuité, là encore, il matérialise l'absence des marnes au calcaire et calcaire. Ça, c'est bien clair. Donc, ça, c'est un exemple de séquence élémentaire complète. Qu'est-ce que ça veut dire une séquence élémentaire complète? C'est-à-dire qui est composée par la succession des quatre faciès que nous avons dans la légende. Si dans l'élémentaire, l'analyse faciologique nous a amené à distinguer quatre faciès, dans la on va avoir des faciès. Nous avons une séquence élémentaire qui démarre par les calcaires et par les marnes. Nous avons un type aussi que l'on peut rencontrer dans la série sédimentaire ici considérée. C'est la séquence qui démarre par les marnes et s'achève par les calcaires. Et là encore, regardez, nous avons l'absence au niveau des discontinuités cette fois-ci. Nous avons l'absence tout d'abord, la lacune des marnocalcaires, des marnocalcaires, des calcaires marneux, et les marnocalcaires. L'absence d'abord
calcaires marneux, puis des marno-calcaires. De même ici, la discontinuité sans métal, il traduit la lacune de sédimentation qui est marquée ici par l'absence des deux faciès ici considérés, les calcaires marneux et les marno-calcaires. Donc voilà en gros les deux séquences que l'on peut, complètes bien sûr, que l'on peut rencontrer au sein de notre série sédimentaire ici considérée. Donc quand on fait tracer donc, la séquence, donc on l'a identifiée, nous avons deux types. On passe à la question suivante. Donnez un exemple de séquence élémentaire tronquée à la base et au sommet. Alors si vous prenez donc, je vais faire dupliquer ça. Alors, si l'on veut, qu'est-ce que ça veut dire séquence tronquée à la base et à son sommet? Je ne peux pas le faire, malheureusement. Qu'est-ce que ça veut dire une séquence tronquée à la base et à son sommet? S'il s'agit d'une séquence de ce type-là, ça veut dire que le terme calcaire est absent et les marnes sont absents. Une séquence élémentaire tronquée à sa base et à son sommet, c'est-à-dire c'est une séquence qui est formée par calcaire marneux, des marno-calcaires avec absence du terme inférieur ou du terme supérieur, ou bien des marno-calcaires et des calcaires avec l'absence du terme marneux à la base et du terme calcaire au sommet. Alors, si vous regardez la colonne que vous avez ici, est-ce que vous voyez, est-ce que vous arrivez à distinguer et à identifier une séquence élémentaire qui est tronquée à la fois à sa base et à son sommet? Alors, quand on regarde le lobe, alors là, nous avons trois ponts calcaires, nous avons les marnes, nous avons trois bandes calcaires, quel que soit le type de séquence, ce sont des séquences très. Nous avons les séquences de termes par piqué, nous avons calcaire, marneux, marno-calcaire, calcaire, nous avons cette séquence-là. Les tronqués à son sommet, qu'est-ce qui manque ici? Oh, oh. Qu'est-ce qui manque ici? Regardez bien. Là. Le marne. Marne. Très bien, mademoiselle. Tu t'appelles comment, mademoiselle? Bouchra Mouhda. Bouchra? Mouhda. Mou? Mouhda. Mouhda. Oui, monsieur. Je l'ai vu quelque part. Bouchra. Je dis Bouchra, donc je l'ai pas sur la liste. D'accord. Mouhda. Oui, monsieur. Est-ce que c'est bien Mouhda ou bien Ouhda? Oui, monsieur, groupe 5. C'est Mouhda, Mouhda. Oui. Mademoiselle Bouchra. Mouhda avec M. Oui, monsieur. Oh. Très bien. Alors, tout à fait, mademoiselle, effectivement, ce qui manque ici, c'est le terme marneux qui manque. Donc là, nous avons une séquence qui est tronquée, regardez, de là jusqu'ici. Vous avez un exemple de séquence ici qui est tronquée à son sommet. Il y a le terme marneux qui manque. Il y a les marnes qui manquent ici. D'accord? Et vous avez les séquences tout à l'heure. Nous avons cette séquence-là, elle est complète. Les termes, les quatre termes. Nous avons ça qui est incomplète. Nous avons ça, on peut le faire, mais je vais vous l'expliquer après. Nous avons ça. Puis nous avons également ça. Donc, vous avez ici des séquences qui sont tronquées. Donc, regardez, nous avons le terme calcaire, il est là, et les trois termes supérieurs qui sont absents. Ici, ici et ici. Et ensuite, regardez, nous avons une discontinuité entre les calcaires et les marnes.
D'accord. Nous avons une autre, les marnes et les calcaires. Nous avons une séquence qui est complète. Nous avons une séquence qui est tronquée à la base ou bien au sommet. Nous avons, et ainsi de suite. Alors ça, c'est le travail que vous allez faire. Parce que la question suivante, est-ce que vous suivez? Oui, monsieur. Alors, c'est la question C. Ce que j'ai entamé, ce que j'ai commencé maintenant, c'est la question C. Tracer avec des flèches la tendance évolutive de toutes les séquences élémentaires qui composent la série présentée par cette figure. Donc, vous avez la série sédimentaire, vous allez faire un découpage séquentiel. Vous allez découper cette séquence, cette série sédimentaire en séquences élémentaires. Pour pouvoir le faire, il faut tout d'abord tracer les discontinuités sédimentaires comme je viens de le faire. D'accord? Est-ce que c'est clair? Tracer avec des flèches. Avant de tracer la tendance évolutive de séquence, il faut les délimiter d'abord. Il faut les délimiter. Ce que je viens de faire, j'ai tracé toutes les surfaces de discontinuité sédimentaire possibles. Les surfaces en rouge, les lignes en rouge, ça représente toutes les discontinuités sédimentaires identifiées au sein de cette série sédimentaire. Oui. Pourquoi dans la première séquence, on ne peut pas commencer par le marne? Oh. À la base? Oui, à la base. Non, regardez, les marnes inférieures et les marnes supérieures sont métal au sommet de la série. C'est-à-dire, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a sous les marnes. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. C'est-à-dire que l'affleurement sur le terrain, la base des marnes, elle est masquée. Tout ce qui est en dessous des marnes, il est masqué, on ne le voit pas. Il est, par exemple, il n'y a pas la continuité de l'affleurement de la série, donc il est masqué par le recouvrement superficiel, par exemple les éboulis ou bien d'autres dépôts superficiels. De même ici au sommet, on n'arrive pas à faire la suite, on ne voit pas la suite. Au sommet, on ne voit pas la suite. La base de la série, on ne le voit pas aussi. D'accord? Ok, monsieur, merci. Mademoiselle, quand on va sur le terrain, généralement, on se retrouve en face des séries sédimentaires qui sont dans la base et le sommet et sont généralement masqués. Pas tout le temps, mais ça dépend. Mais moi, ça c'est un log que j'ai imaginé. Hein? Ce n'est pas la réalité. C'est un log lithostratigraphique que j'ai choisi parce qu'il me paraît le plus pédagogique et le plus facile pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que ça veut dire une surface de discontinuité sédimentaire, qu'est-ce que ça veut dire une séquence sédimentaire, et comment vous pouvez tracer la tendance évolutive d'une séquence ou bien de toutes les séquences avec des flèches. On peut le retrouver dans la nature, mais là, c'est rare qu'on trouve des choses comme ça dans la nature. Donc, je l'ai imaginé, je l'ai dessiné dans le but de vous, de vous transmettre l'information. C'est-à-dire la méthodologie de faire le découpage des séries sédimentaires en séquences élémentaires et la méthodologie donc pour pouvoir tracer les discontinuités sédimentaires qui les encadrent. D'accord? Donc, pour répondre à la question C, le premier travail à faire, il faut tracer toutes les discontinuités sédimentaires. Ensuite, il faut numéroter toutes les discontinuités sédimentaires. Par exemple, la discontinuité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, par exemple. Ensuite, entre deux discontinuités sédimentaires, nous avons une séquence élémentaire. Vous lui attribuez un chiffre, un numéro, je veux dire. Par exemple, ici, S1, ici, S2, et ainsi de suite. D'accord? Alors, ce travail-là, on le voit ici. On le voit ici. Est-ce que vous voyez la colonne lithostratigraphique? Est-ce que vous voyez cette diapositive? Vous avez la colonne lithostratigraphique et en haut, nous avons le marin. Nous avons le signe plus à gauche et le signe moins à droite. Est-ce que vous voyez ça?
Oui, monsieur. Oui, monsieur. Le travail que vous allez faire, c'est ça. Ça, ce que j'ai représenté en rouge, ce sont toutes les discontinuités sédimentaires possibles. Vous les tracez et vous les numérotez comme ceci. Vous les numérotez. Donc, je vous laisse 3-4 minutes pour les tracer et pour les numéroter. Nous avons un total de 13 discontinuités sédimentaires. Tracez ces discontinuités, s'il vous plaît. Je vous laisse que 3 minutes pour le faire. 3-4 minutes. Entre deux discontinuités sédimentaires, vous avez des séquences. Et ces séquences-là, elles sont numérotées de S0, de 0 jusqu'à S13. Vous les numérotez. Avez-vous fini? Non, monsieur. Donc, je vous laisse encore 2 minutes pour le faire, pour finir. Donc, le log, vous l'avez déjà. Donc, vous faites en face du log que vous avez dans l'exercice. Vous prenez le même log et vous tracez les différentes surfaces de discontinuité sédimentaire et les séquences sédimentaires qui les encadrent.
Avez-vous fini? Est-ce que vous avez fini? Avez-vous fini? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Dépêchez-vous. Alors, pour ceux qui ont fini, on va faire la suite. Vous allez tracer ça. Alors, pour tracer avec des flèches la tendance évolutive des différentes séquences allant de S0 jusqu'à S13, il faut tracer 4 colonnes. Alors, pourquoi 4 colonnes? Parce que nous avons 4 faciès différents. Par exemple, alors la première colonne ici, vers le signe plus, c'est la colonne qu'on va réserver pour les marnes. Parce qu'on avait considéré les marnes comme étant les plus profondes et la dernière colonne va être réservée pour les calcaires puisque les calcaires sont les moins profonds. Tracez donc la suite, les 4 colonnes. Et regardez, quand vous tracez les 4 colonnes, vous projetez les discontinuités sédimentaires donc vers la droite. Les discontinuités sédimentaires, je l'ai présenté par ce trait-là qui est très fin. Donc la discontinuité S13, donc il se poursuit comme ça, 12, D11, la discontinuité D10 et ainsi de suite, jusqu'à la discontinuité D1. Dépêchez-vous. Alors, Hakima Oulad Alhamd. Oulad Alhamd. Oui, monsieur. Votre nom, c'est Oulad Alhamd. Il y a quoi d'autre? Parce que Oulad j'arrive. Hein? Allah. Ah, Oulad Alhamd. Allah. Allah. D'accord. Parce qu'il était incomplet sur la liste que j'ai, il était incomplet, j'arrive pas à le lire. Alhamdulillah. Oui. Salut. Est-ce que vous avez fini? Oui, monsieur. Et les autres? Je ne vous entends pas. Oui, monsieur. Alors, le travail à faire, c'est de tracer avec des flèches la tendance évolutive des différentes séquences. Mais avant de le faire sur ce log lithostratigraphique, je vais vous montrer comment faire. Regardez ici. Regardez ici. Donc, vous avez ici un exemple de séquence élémentaire
qui démarre par les calcaires et s'achève par les marnes. Il est encadré par deux surfaces discontinuité sédimentaire, une à la base et l'autre au sommet. Alors là, nous avons 4 faciès, puisqu'il s'agit de séquences complètes. Donc, on lui réserve 4 colonnes. La première colonne ici, c'est réservé pour les marnes. La deuxième colonne, c'est pour les marneux calcaires. La troisième colonne pour les calcaires marneux. Et la quatrième et dernière à la base, c'est une colonne qui est réservée pour les calcaires. Alors, les calcaires, ils sont les moins marins et les marnes, ils sont plus marines. Donc, avec la flèche, regardez, je commence la flèche depuis le signe moins. Alors, la polarité marine, moi, j'ai l'habitude de positionner le plus marin à ma gauche et le moins marin vers la droite. C'est un choix à faire. Si vous les inversez, ce n'est pas un problème, mais il faut que la tendance pour la flèche indique l'évolution exacte. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai l'habitude, quand on trace un profil bathymétrique, je mets toujours le continu à droite et le milieu marin profond à ma gauche. D'accord? Donc, c'est un choix à faire. J'ai l'habitude de faire comme ça, le plus à gauche et le moins à droite. Donc, voilà, donc pour cette séquence, on trace avec la flèche sa tendance évolutive. C'est une séquence qui démarre par les calcaires moins profonds et qui s'achève par les marnes plus profondes. Donc, c'est une séquence qui traduit un approfondissement du milieu qui est à mettre en relation avec un phénomène transgressif. On l'appelle séquence d'ouverture ou séquence transgressive. Donc, c'est une séquence d'ouverture ou bien séquence transgressive. Pourquoi? Parce qu'on va du plus marin vers le moins marin. Est-ce que vous suivez? Oui, monsieur. Oui, Et les autres, regardez. Est-ce que vous vous souvenez, de la loi de Walter? Alors, les faciès, regardez, les faciès que vous voyez ici, superposés dans cette logique, dans cet ordre, au sein de cette séquence élémentaire, conformément à la loi de Walter, ces faciès-là, ils étaient juxtaposés l'un à côté de l'autre dans leur milieu de dépôt au moment du dépôt. Donc, on va vous tracer un profil bathymétrique, vous mettez les calcaires du côté moins profond, suivi par les calcaires marneux, ensuite les marneux calcaires, puis les marnes profondes au noir. Alors, pour faire venir les calcaires marneux sur les calcaires, les marneux calcaires sur les calcaires marneux et les marnes sur les marneux calcaires, il faut faire recours à un phénomène de transgression. Il faut que la ligne de rivage migre vers le continu. Donc, le mode d'organisation de ces 4 faciès au sein de cette séquence, et selon cette logique-là, est engendré ou bien est contrôlé principalement par un phénomène de transgression marine. Et la séquence, comme vous la voyez, c'est une séquence qui va du moins marin vers le plus marin, donc c'est une séquence transgressive que l'on peut appeler aussi séquence d'ouverture. Vous avez la deuxième séquence. Le deuxième type de séquence, c'est l'inverse. Alors là, vous avez l'inverse. Vous avez une séquence élémentaire à 4. C'est une séquence complète. Il démarre par les marnes, plus marines, et s'achève par les calcaires moins marins. Alors, avec la flèche, je dis c'est la tendance évolutive de la séquence. Donc, c'est une séquence qui va du plus marin vers le moins marin. Donc, c'est une séquence, contrairement à la première, c'est une séquence régressive. De comblement ou bien une séquence régressive. Selon la loi de Walter, ces faciès-là, ils étaient juxtaposés dans leur milieu de dépôt au moment de leur dépôt. C'est-à-dire que les marnes, ils étaient dans la partie distale et les calcaires dans la partie proximale, dans notre aire de dépôt. Et pour faire venir les marneux-calcaires sur les marnes, les calcaires marneux sur les marneux-calcaires et les calcaires sur les calcaires marneux, dans cet ordre ceci, il faut faire recours à un phénomène de régression marine. Donc, la ligne de rivage, il migre petit à petit du continent vers le large, ce qui engendre à la fin cet ordre de succession
ou bien cette logique de succession. Ce type de séquence, on l'appelle séquence de comblement ou bien séquence régressive. C'est bon? Vous Oui, passez à la monsieur. suivante. Donc, Oui. conformément à ces deux exemples, séquence transgressive et séquence régressive, vous faites la même chose sur ce log. Continuité. Voilà. Alors, je vais faire la moitié. Donc, regardez, jusqu'à la séquence S10, nous avons toutes les séquences qui sont dans cette partie-là de la série, les deux tiers inférieurs de la série, est composée par des séquences par des séquences transgressives. Elles démarrent toutes par le moins marin, les calcaires moins marins, et s'achèvent par les calcaires, par les marins, pardon. Et là, regardez, tout ce que vous voyez là avec des petites flèches, ce sont des séquences qui sont tronquées. Par exemple, celle-là, c'est une séquence qui est tronquée. Nous n'avons que le terme marin, le plus marin, qui est représenté ici par des marnes, ici présenté en noir. Donc, la flèche, regardez les marnes, c'est la flèche. Donc, il faudrait la tracer dans cette partie-là, dans cette colonne-là. Par exemple, les calcaires, ils sont là. Un bon calcaire, un bon calcaire, un bon calcaire. Donc, on doit arrêter la flèche qui ne doit pas déborder au-delà de cette ligne verticale. Vous avez, alors la flèche, la pointe de la flèche, il est là. Il faut la mettre. Je vais la mettre. Vous allez refaire ça pour... parce que... Elle est là. Je vais agrandir. Contour. Voilà. Donc, vous avez ça. Voilà. Alors toutes ces flèches-là, elles se terminent par cette pointe-là, la flèche. Vous le faites pour tout ça. Ensuite, vous avez tracé ces flèches. Avez-vous fini le tracé de ces flèches? Oui, monsieur. Très bien. Et les autres, avez-vous fini? Oui, monsieur. Bien. Donc, il faut alors, parce que là, je n'ai pas tracé la pointe de la flèche pour les autres. Hein. Ici, 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 mais ils vont de ce sens-là. Ensuite, on va faire le reste. Nous avons S10. Regardez, j'ai inversé, c'est du calcaire. Vous allez me dire, c'est un bon calcaire qui ressemble au bon calcaire qui compose la séquence S1, S2, S3. Mais j'ai inversé. Alors là, c'est un choix à faire. Si vous le faites comme ça, ce n'est pas un problème. Mais moi, je conseille. Donc, c'est à vous de faire un choix. La séquence S10, vous pouvez la classer dans la première logique de succession des faciès au sein de la séquence élémentaire, c'est-à-dire dans cette logique-là, quand vous pouvez la regrouper avec les séquences dont la succession des faciès se fait selon cette logique-là. Deuxième logique, nous avons deux logiques de succession différentes. Soit on démarre par les calcaires et on finit par les marnes, soit on démarre par les marnes et on finit par les calcaires. Donc nous avons les deux types de logiques de succession des faciès au sein des séquences élémentaires. Donc c'est un choix à faire. Si vous considérez la séquence S10 comme appartenant à la première logique de succession, vous allez inverser la flèche. Vous allez la faire démarrer d'ici du moins profond vers le plus profond. Pardon. Oui, du moins profond vers le plus profond. Comme ça. D'accord? Mais là, j'ai
considérer la séquence S6, je l'ai fait regrouper avec dans la deuxième logique de succession. C'est pourquoi la flèche démarre ici, il atteint son aboutissement ici. La séquence S11, c'est une séquence qui est complète. La flèche démarre depuis le pôle positif, c'est-à-dire le plus profond, vers et la pointe de la flèche qui se trouve du côté du signe moins, c'est-à-dire le moins profond. De même pour la séquence S12. Donc voilà, donc c'est le genre d'exercice. C'est un peu difficile, mais c'est facile à comprendre. Si je vous donne quelque chose comme ça, si j'inverse la lithométrie, par exemple, si je vous donne une série formée par des séquences répétitives de type grès, conglomérat grès argile, imaginez des détritus, c'est une sédimentation carbonatée. Si je vous donne une série sédimentaire composée par des conglomérats, des grès et des argiles, d'accord? Et je vous demande de faire un découpage séquentiel, c'est-à-dire délimiter toutes les séquences élémentaires possibles par les surfaces de discontinuité sédimentaire que les encadrent, et ensuite, avec des flèches, tracer la tendance évolutive. Là, on travaille au milieu marin, mais au milieu continental, je vous demanderai par exemple de tracer avec des flèches l'évolution granulométrique qui atteste de l'hydrodynamisme du milieu. On va du plus grossier vers le moins grossier. C'est-à-dire, la flèche démarre par les conglomérats donc de haute énergie et s'achève par les argiles de faible énergie, compte tenu de la page d'écran des sédiments qui les composent. C'est possible. Est-ce que vous avez fini? Oui, monsieur. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Donc ça, vous lisez ça et vous lisez ça à tête reposée. Et si vous avez des questions, vous les notez. Et vous passez me voir au bureau, au département de géologie. J'y serai toujours de 9h15, 9h30 jusqu'à 11h30. Bien voilà. Donc c'est la fin de cette séance. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci. C'est moi qui vous remercie pour votre présence et pour votre attention. Bien, donc à la prochaine. Alors là, c'est le premier TD pour vous. Mais attendez s'il vous plaît, parce que le jeudi et le vendredi, je vais faire la deuxième séance de TD pour les autres groupes. Vous regardez, par exemple, je vais voir le... Alors, pour les autres groupes, et notamment, je parle du groupe 6, là, le groupe 3, le groupe 4 et le groupe 7. Le groupe 3 et 4, ils auront une séance de TD, la deuxième séance de TD, le jeudi de 14h30 à 16h15. Si vous pouvez assister, c'est mieux. Hein? Et vous avez l'autre séance, mais ça surtout c'est la séance du jeudi, hein, parce que la séance du vendredi est réservée pour le groupe 7. Le groupe 7, ils ne sont pas nombreux. La semaine dernière, il n'y avait personne. Il n'y avait qu'une seule étudiante qui a participé à la réunion, une seule.